Pourquoi tant d'histoires ? On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Alors, comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en vous rendant sur le site storiavoce.com. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Claude Govard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, faut-il vous présenter ? Vous êtes professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la vie politique, de la vie sociale de la France des 13e, 15e siècles, auteur de nombreux ouvrages, et vous venez de publier chez Talandier Passionnément Moyen-Âge, plaidoyer pour le petit peuple. Il s'agit d'une compilation de vos articles dans la revue L'Histoire. D'ailleurs, il s'agit d'une coédition avec la revue L'Histoire, mais aussi de vos interventions au rendez-vous de l'Histoire de Blois. À l'heure où nous enregistrons cette émission, ces rendez-vous de l'Histoire de Blois auront lieu la semaine prochaine. Alors, j'ai souhaité consacrer, Claude Govard, cette émission Pourquoi tant d'histoire à votre relation au Moyen-Âge. Et précisément, vous commencez votre ouvrage par cette citation du regretté Bernard Guenet: « Le Moyen-Âge est né du mépris ». Pourtant, il existe une forme de paradoxe dans le public, puisque tout en étant méprisé, il fascine. Pourquoi cette fascination ? C'est compliqué à expliquer. C'est le paradoxe, je crois, aussi de notre société, qui a envie d'avoir peur. Donc, le Moyen-Âge, ça va très bien, ça fait peur. Et puis, qui a envie, au contraire, de sublimer. Donc, là aussi, le Moyen-Âge répond parfaitement à son attente. C'est cette espèce de dichotomie, cette espèce de paradoxe, oui. De schizophrénie, presque, dirais-je, oui. Qui fait que le Moyen-Âge fascine. Et pourtant, comme l'a écrit Bernard Guenet à propos, justement, dans son livre sur les historiens au Moyen-Âge, le Moyen-Âge est né du mépris des gens de la Renaissance, et nous en sommes les héritiers. Nous en sommes les héritiers en pensant que c'est une civilisation barbare, violente, sanguinaire, qui n'a aucun sens du rationnel, ce qui est totalement faux. Alors, il faut attendre le 19e siècle pour assister à une forme de réhabilitation du Moyen-Âge ? Oui, alors, une réhabilitation qui est aussi, elle, un peu fausse, par certains côtés, parce que qu'est-ce qu'on cherche ? Quand Victor Hugo publie Notre-Dame de Paris, on est en 1831, il cherche à montrer un méchant prévôt qui poursuit une jeune fille superbe, qui évidemment est une bohémienne, qui sort des bas-fonds et de la cour des miracles, écrit-il, médiévale. Or, les cours des miracles au Moyen-Âge, même à Paris, n'existent pas encore. Donc, on a bien des coins où il y a effectivement un petit peu plus de grande criminalité, mais ça n'est pas exactement le paysage de Paris, du Paris médiéval. Alors, on invente aussi un Moyen-Âge qui est repris par Viollet-le-Duc, bien sûr, pour Notre-Dame de Paris, et que j'aime beaucoup par certains côtés, parce que c'est vrai qu'il fait aussi allusion il se fonde même, dirais-je, sur le fantastique et sur l'imaginaire. Alors, je dis toujours que Viollet-le-Duc est et moi, je suis très admirative. Bien de mes collègues des médiévistes disent que c'est pas pur jus, donc qu'il faut surtout s'en méfier. Oui, parfaitement. Il faut savoir qu'il a inventé, mais il a inventé dans la raison. C'est-à-dire que moi, je lis la cathédrale Notre-Dame de Paris comme une page d'un manuscrit médiéval. Elle a le côté grotesque des marges, où on a même dans les manuscrits des scènes obscènes, et certaines gargouilles et certains personnages tout en haut là sur la galerie ont quelque chose effectivement à la fois de fantastique et même parfois effectivement un peu obscène. Et il y a donc ça c'est le rire, si vous voulez.
c'est l'instant, c'est la frénésie de la fête. Et puis, il y a la page du central, qui est très souvent consacrée à un texte religieux, donc qui parle de quoi? D'éternité, etc. Et pour moi, la flèche, si vous voulez, le Viollet-le-Duc, c'était la quête de l'éternité, quelles que soient les croyances. Le problème n'est pas de croire en Dieu ou pas, le problème, c'est de se poser la question de l'infini, voilà, et du transcendantal. Et ça, Viollet-le-Duc le pose de façon tout à fait significative. C'est pour ça que je suis très heureuse, moi, qu'on rétablisse la flèche à l'identique, parce que elle a, pour moi, cette signification de s'accoler à l'imaginaire qu'il a créé. Voilà. Alors Hugo, Viollet-le-Duc, oui. Mais il y a aussi une ambivalence, c'est chez Michelet qui parle des obscurs donjons du Moyen-Âge, qui voit l'Église comme une force obscurantiste, alors que par ailleurs, il voit d'autres choses positives. Oui, alors ça, Michelet a raison. C'est-à-dire, je veux dire par là que Michelet décrit l'Église à travers les procès d'Inquisition. Et de ce point de vue-là, il a peut-être eu raison aussi de dénoncer, si vous voulez, cet aspect coercitif qu'a pris l'Église au cours du XIIIe siècle. Quoique l'Inquisition des XIVe, XVe siècles en France ne soit pas exactement l'Inquisition espagnole. Donc, il faudrait beaucoup nuancer même ce qu'a écrit bien sûr Michelet, mais quelle réhabilitation! Alors, double, à mes yeux, une réhabilitation de la femme et de son rôle. Le livre sur la sorcière est un livre fabuleux, même s'il a beaucoup de choses fausses. Voilà, beaucoup de choses fausses. Les sorcières, il n'y en a pas partout, contrairement à ce qu'on raconte. Et puis, il n'y a pas que des femmes, surtout. Voilà, mais... Donc, il réhabilite la femme et il réhabilite aussi le peuple, avec une certaine exagération. L'exemple de Jeanne d'Arc est tout à fait significatif. Pour lui, c'est la fille du peuple qui a gardé les moutons de son père, alors que les historiens du Moyen-Âge, dont je fais partie, ne cessent de répéter que le père était un laboureur aisé, un homme qui avait pignon sur rue à Domrémy, qui était même un des organisateurs de la communauté villageoise, qui pouvait discuter avec les seigneurs le bout de gras sur les impôts ou les rançons, et ou les pâtis, ce qu'on appelait les pâtis, c'est-à-dire la mainmise des hommes d'armes. Non, elle n'appartient pas à cette catégorie de filles qui vont au champ. Voilà. Est-ce que, au fond, ce 19e siècle n'est pas trop romantique? Parce qu'on pourrait évoquer aussi Chateaubriand. Bien sûr, ça commence avec Chateaubriand. Ça commence avec Chateaubriand et le génie du christianisme. Alors là, on est effectivement au tout début du 19e siècle, et c'est lui qui fait parler les cathédrales. Ces temples où le vent s'engouffre. Oui, c'est lui. Bon, c'est Chateaubriand qui redécouvre finalement le Moyen-Âge et ensuite toute la lignée des successeurs dont on vient de parler. Mais on a, alors, excès de romantisme. Oui, mais tant mieux. Vous savez, il y en a un autre personnage qui est très important, c'est Mérimée. Mérimée qui a quand même qui a eu une expérience très rationnelle, en même temps qu'il fait partie des romantiques. Il a une expérience rationnelle de ce qu'est le patrimoine. Et imaginez ces hommes, comme lui et comme Viollet-le-Duc, parcourant la France à la recherche des monuments médiévaux pour les sauver. C'est fabuleux. Ils ont fait un travail colossal. Et moi, je suis très admirative de cette génération qui, bien sûr, peut-être a transformé. Autrement dit, à Notre-Dame de Paris, il y a 2 cathédrales. Un substrat médiéval et puis un épanouissement au 19e siècle, mais qui a donné aussi toute sa place au peuple. Vous voyez, il y a un symbole que j'aime beaucoup à Notre-Dame de Paris. Vous connaissez peut-être la statue d'Adam qui est au musée de Cluny, qui est une pure merveille du XIIIe siècle. Adam, cette statue, on ne sait pas s'il y avait Ève, on ne l'a jamais retrouvée. Bon, Adam était dans le transept sud, qui était le lieu de passage de l'évêque. C'était pas un archevêque à l'époque, pas avant 1622. Et donc, lieu de passage de l'évêque est réservé
en quelque sorte, à l'évêque responsable, tout seul, du salut. Viollet-le-Duc arrive et il installe Adam et Ève sur la façade de Notre-Dame, dans la galerie, regardant le peuple, autrement dit, après l'accordaire, si vous voulez. Il montre très bien que chaque chrétien, chaque passant, en quelque sorte, est responsable de son salut, donc de sa vie. On sent votre amour non seulement du Moyen-Âge, mais aussi du 19e siècle. S'intéresser au monde médiéval, c'est fuir le mépris, donc qu'évoquait Bernard Guenet, bien évidemment, mais aussi fuir l'opposé, à savoir le sensationnel. Oui. Ah oui. Oui, mais il ne faut pas s'en priver non plus. Il ne faut pas s'en priver non plus. Il y a des choses sensationnelles qu'il faut mettre en valeur, bien entendu. Mais si vous voulez, moi, ça a été mon objectif toute ma carrière. J'ai beaucoup travaillé sur la criminalité, puisque c'est la base de ma recherche. Et j'ai travaillé en particulier sur les lettres de rémission du roi de France, les lettres de grâce, qui existent en série continue, pratiquement, depuis 1304, première lettre émise par la chancellerie de Philippe le Bel. Et j'ai travaillé jusqu'à la fin du XVe siècle, et ça continue d'ailleurs après, au XVIe, jusqu'à la Révolution française, mais avec des trous, dans les archives. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Mes prédécesseurs connaissaient ce fond, mais ils avaient retiré le sensationnel, justement. C'est-à-dire un viol un peu croustillant, un rapt, un juif qui pratique la sorcellerie, la magie. Donc on avait retiré, si vous voulez, oui, ce qu'on peut appeler le sensationnel du crime, le fait divers, qui attire par son côté spectaculaire, éventuellement même moral. Bon. Moi, j'ai pris les lettres avec un souci du quantitatif, lié d'ailleurs à ma formation, à mon âge, tout simplement. Le quantitatif, l'informatique, qui est arrivé là, dans le cadre du laboratoire de médiévistique occidentale de Paris auquel j'appartiens. Et là, j'ai dépouillé, avec l'aide au départ d'étudiants pour essayer de faire des grilles, de façon systématique, les lettres de rémission. Et du coup, j'ai des pourcentages. C'est assez déprimant, parce que vous travaillez pendant des années, vous allez à Orsay mettre tout ça dans la machine, et en une journée, on vous sort les résultats. Bon, voilà. Mais ça, c'est le jeu. C'est l'intérêt aussi de ce type de méthode. Et donc, du coup, j'en suis arrivée à des résultats statistiques, oui, à des tris croisés, etc. Donc, des choses compliquées qui sont dans ma thèse, mais dans ma thèse d'État, et qui, du coup, remettent un peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, j'en déduis que les criminels principaux, en nombre, ne sont pas justement aux marges de la société, comme on l'écrivait, comme encore Brunislav Geremek pouvait encore l'écrire dans les années 70. J'ai beaucoup d'admiration pour Geremek, mais on en a discuté de son vivant, donc je n'ai aucun scrupule à dire ce que je suis en train de dire. Ben oui, voilà, exactement. Et lui-même le reconnaissait en me disant « Qu'est-ce que vous travaillez bien ?» Donc c'était quand même pas mal. Et en fait, le crime se situe non pas aux marges, mais à l'intérieur de la société. Et de la société de gens ordinaires, de ce petit peuple qui apparemment est sans histoire, mais qui le devient à la suite d'un incident qui le rend criminel pour un homicide, en principe, commis pour l'honneur. Voilà. Alors, on va revenir sur cette notion de petit peuple, parce qu'elle est importante, d'autant plus importante qu'elle est en sous-titre de votre ouvrage, Plaidoyer pour le petit peuple. Mais je souhaiterais faire une parenthèse, puisque vous parlez de votre thèse d'État, et de revenir peut-être un peu en arrière, avant votre thèse d'État. À quand remonte votre premier souvenir d'histoire médiévale? Quel est le
le moment où vous avez vu que, au fond, ça serait la médiévale qui serait votre vie? Tard. Tard. Oui, d'abord, je suis venue à l'histoire tard. Jusqu'en terminale, au lycée Victor Duruy, j'étais en maths LM, vous voyez. Mmh. Je voulais faire médecine, donc c'était pas du tout de l'histoire. Je voulais faire, mais c'est l'homme. Hein, comme écrivait Marc Bloch, avec la chair humaine que l'ogre poursuit. Donc, voilà, jusqu'au jour où j'ai rencontré un professeur extraordinaire, mais j'aimais l'histoire, évidemment. Mais pas la petite histoire, hein. Elle m'a fait comprendre, justement, les rapports de force, voyez. Oui. Une histoire structurelle, on va dire. Hein. Et là, j'ai basculé vers l'histoire. Et c'est uniquement en rentrant à la Sorbonne. J'étais hypétienne à l'époque et j'ai fait donc de l'histoire médiévale en licence, bien sûr, avec la même année que la géographie. Et là, j'ai découvert deux professeurs fabuleux. Yves Renoir, qui n'était pas encore décédé, et Édouard Perrois. Et là, ça a été le déclic. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc votre vocation vient de ces deux personnages davantage que le sujet lui-même? Oui, peut-être, mais à la façon dont ils faisaient de l'histoire aussi. Oui. Alors l'un, par exemple, pour les explications de documents. Oui. Yves Renoir, c'était fabuleux. Et l'autre pour aussi le contact avec les archives, parce que je faisais de la paléographie, et le contact avec les archives et le contact avec une histoire des paysans qu'il enseignait, une histoire sociale et économique qui me plaisait beaucoup. Donc je me suis engouffrée dans cette voie. J'ai fait ma maîtrise sur l'histoire médiévale, et puis ensuite c'est venu tout seul, quoi. Alors, c'est venu tout seul, oui et non. Parce que je voulais faire de l'histoire politique. Vous comprenez, mon amour pour le 19e siècle, dont vous parliez tout à l'heure, était aussi un amour pour l'histoire politique médiévale. Et du coup, je suis allée voir Bernard Guenet, qui venait de lancer un séminaire, ce qui était très nouveau à la Sorbonne, un séminaire de recherche. Et j'ai commencé par faire un peu mes armes sur l'histoire politique. J'ai travaillé sur Christine de Pisan, j'ai travaillé sur les penseurs de cette période-là, du règne de Charles VI. Et puis je me suis très vite rendu compte que ça n'était pas mon approche. L'histoire politique médiévale, l'histoire théorique surtout, était quand même très engluée, encore du point de vue historiographique, dans la tradition quand même. On décrivait les textes, Donc c'était pas ma voie, jusqu'au jour où j'ai découvert justement le livre de Vaultier sur le folklore pendant la guerre de 100 ans. Voilà. Et là, il travaillait, donc c'est un vieux livre. Et puis folklore, vous voyez comment c'est connoté, on dirait plus cela maintenant. Hein, c'est vraiment un terme connoté. Et là, je me suis retrouvée à l'aise et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces textes ? Et je me suis lancée dans les émissions, mais toujours en me disant, je vais peut-être trouver du politique. Alors j'ai trouvé du politique, mais beaucoup plus tard, sur la structure même de ce qu'est le pouvoir royal. Mais à l'époque, ce sont les textes qui m'ont tout de suite embarqué. Et je me suis dit, c'est ça. Voilà. Christine de Pisan, vous y consacrez un de vos chapitres. Parlons chronologie, Claude Govard. Est-ce qu'on peut se satisfaire des limites chronologiques traditionnelles du Moyen-Âge? On sait que Le Goff voyait un long Moyen-Âge. Dans son livre « Faut-il découper l'histoire en tranches ?» Livre absolument remarquable. Il pose entre autres cette thèse. De votre côté, est-ce que vous avez votre propre vision des choses? Vient de sortir chez Passé Composé Ravenne de Judith Hérin, que je vais interviewer à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois, et elle parle pas d'antiquité tardive, mais de christianisme primitif, ou bien de chrétienté primitive, ce qui n'est pas la même chose. Donc, quelle est votre position? Alors là, si vous voulez, pour moi, le Moyen-Âge, c'est quand même global. Et l'histoire, déjà, avec un grand H, j'ai toujours veillé à faire des comparaisons entre les périodes, à me méfier des ruptures. Il y a eu une rupture au Moyen-Âge sur l'an 1000
j'ai absolument pas pris part à la querelle que je jugeais totalement vaine. Oui. Totalement vaine, qui a beaucoup agité les médiévistes, mais bon, est-ce que le féodalisme naît à partir de l'an 1000 ? Bon, point d'interrogation, le féodalisme c'est compliqué, du coup ça fait oublier un certain nombre de choses, par exemple la permanence de l'esclavage dont je parle dans ce livre, Oui. vous voyez ? Bon. Donc je me méfie de cela, je me méfie maintenant de la rupture du XIIe siècle. Alors la nouvelle rupture c'est 1200. 1200, tout s'arrête, parce que le droit apparaît. Hein, bon, moi je veux bien, mais le droit, c'est une quête de la société. Oui. Le code justinien n'est pas tombé tout seul des étagères des moines italiens pour venir agrémenter la société. C'est l'inverse. C'est eux qui ont cherché, qui ont trouvé et qui ont diffusé ensuite. La réforme grégorienne. Voilà. Bon, évidemment. Donc il faut faire très attention. J'en discutais justement avec Florian Mazel il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, en lui disant à quel point moi je trouvais que c'était très institutionnel et qu'il fallait une rencontre entre j'allais dire le peuple, mais c'est la société, on va dire, parce qu'il n'y a pas que le peuple, la société et les institutions, et c'est un va-et-vient, c'est une dialectique entre voilà. Donc les institutions norment la société, mais la société demande aux institutions des amendements. Donc, des accommodements. Donc, on a un va-et-vient entre les deux. Alors, pour répondre à votre question, donc, moi, j'ai écrit un livre, justement, au PUF, sur la France du 5e au 15e siècle. J'avais pas peur. Je l'ai enseigné. Parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe avant la période de votre recherche, qui, moi, est pour moi, effectivement, 14e, 15e surtout. Hein, et on va dire même jusqu'à 1450, vous voyez, 1460, et puis le reste. Et j'ai beaucoup travaillé sur la période postérieure. Si je n'avais pas lu le livre de Nicole et Yves Castan sur l'honneur dans les pays méridionaux, je n'aurais pas été confortée dans mon analyse. Donc il y a... là, je travaille beaucoup actuellement, encore, avec justement pratiquement des contemporanéistes, puisque ce sont des magistrats, dans le cadre de l'Association française pour l'histoire de la justice. Autrement dit, et histoire, hein, voilà. Il y a le mot histoire dans cette association. Donc, là, pour moi, l'histoire est un tout, un bloc, et la couper en tranches est un peu compliqué. J'ai toujours beaucoup apprécié Le Goff, et dans ses analyses, en particulier sur la vie rurale et l'économie, jusqu'au XVIIIe siècle, il a raison. Et pour la vie rurale, on pourrait presque aller jusqu'en 1950, au moment où les tracteurs ont une telle... enfoncent tellement leur sillon que... Les charrues enfoncent tellement leur sillon que... on bouleverse effectivement le paysage. Mais jusqu'aux années 50, Marc Bloch est encore... a quand même raison dans les caractères originaux. Voilà. Donc je suis... bien sûr qu'il faut des coupures, c'est commode, c'est commode. Mais après, vous voyez, l'inconvénient, c'est que ces coupures vous font arriver à un XIIIe siècle qui est l'extase du Moyen-Âge, alors que c'est un siècle extrêmement complexe. Les grands défrichements s'arrêtent quand même, on va dire, grosso modo, vers 1230. Alors j'en reviens, Claude Gauvard, au petit peuple. Est-ce qu'il existe un prototype de l'homme médiéval ? Je m'en méfie. On a tendance, nous historiens, à trouver ça commode, mais je m'en méfie. Mais il y a quand même un prototype en ce sens que, si vous voulez, il y a ce que j'ai trouvé dans ces fameuses lettres de rémission, c'est-à-dire un interlocuteur du roi qui est un père de famille, il y a très peu de femmes, marié, avec des enfants, ayant un métier, mais un métier qui n'est pas au sommet de la hiérarchie sociale, sauf exception. Il y a quelques nobles, mais ils sont quand même pas très nombreux dans les lettres de rémission, et qui est amené au crime par les hasards des rencontres, et
c'est ce que je verrais comme prototype, vous voyez. Et je l'ai appelé aussi le sujet idéal. Alors, mais il faut se méfier. Il faut se méfier parce que après, ça devient englobant et on ne voit plus les nuances sociales, on ne voit plus les conflits sociaux. Or, ils existent. Un laboureur n'est pas un laboureur de bras. Et c'est assez paradoxal parce que dans les études que j'ai faites sur ces lettres, les laboureurs de bras sont les plus précis pour donner le temps, le lieu, etc. Mais c'est pas compliqué parce que ce sont ceux qui ont le plus besoin, si vous voulez, de l'écrivain public et par conséquent de s'en référer à quelqu'un d'autre pour rédiger leurs lettres. Est-ce que ces hommes, ces femmes étaient comme nous ? Ils avaient, on imagine, des conditions de vie différentes, des valeurs différentes. Mais est-ce qu'ils nous ressemblaient ? Ah oui, je pense qu'ils nous ressemblaient. Oui, ça, oui. Oui, je pense qu'ils nous ressemblaient. Ou alors, les miniatures sont totalement fausses. Mais bon, sur la couverture du livre, bon, les femmes qui sont là et les hommes qui sont là nous ressemblent. Oui. Alors, évidemment, il faut se méfier des chroniqueurs. Bon, qui appartiennent très souvent à l'aristocratie, ou en tout cas qui écrivent pour l'aristocratie. Froissart, par exemple, quand il décrit la révolte des Jacques, alors ils sont grossiers, ils sont rudes, ils sont immondes. Et quelquefois, les historiens suivent. Oui. Voilà. Donc, il faut savoir décoder. Bon. Alors, ils sont comme nous, oui. C'est-à-dire que les paysans ne sont pas grossiers et barbares. Bon. Mais ils sont autres. L'espérance de vie. Passer 20 ans, 40, 60 ans éventuellement. 40 ans, quoi. Pour les femmes, c'est pire. Donc, je pense que quand on a une espérance de vie courte, on ne vit pas de la même façon. Voilà. Et puis, ils ne mangent pas de la même façon. Alors, quels effets ça peut avoir sur leur comportement ? Ça, c'est bien compliqué à dire. Je sais bien qu'on fait beaucoup de recettes médiévales, mais elles sont effectivement plus pour la publicité que pour la réalité, parce qu'on ne sait pas dans quel état était la viande, combien d'épices on pouvait mettre, etc. Bruno Loriot a beaucoup travaillé là-dessus et il est toujours sceptique sur les recettes médiévales, mais ça n'empêche pas d'en faire. Vous dites que le monde médiéval est une société de tradition, de la tradition. De la tradition, Qu'entendez-vous par là ? Est-ce que c'est une société qui, au fond, refuse la nouveauté et qui sait ou qui veut se renouveler en regardant le passé ? Ça, je pense que vous venez de donner la bonne définition. Moi, je l'ai emprunté à Ballandier. Oui. J'ai beaucoup lu les anthropologues et les sociologues. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Ballandier. Et il m'a beaucoup aidé à comprendre. C'est pour ça que j'empruntais ce terme à lui dans ses, je crois que c'est dans Anthropologique. Enfin, et c'est une société de la tradition en ce sens qu'effectivement, elle, même quand elle se révolte sur un temps court et elle revient au passé. Réformer, ce mot est très employé. Il faut réformer. C'est reformer le passé. Voilà. Alors, c'est très amusant, si vous voulez, par certains côtés, de faire la comparaison avec la période contemporaine. Oui. Il faut toujours des réformes. Oui, mais très souvent, vous voyez bien que on reste statique quand on ne retourne pas au passé, comme par exemple le port de la blouse dans les collèges et lycées, vous voyez. Ouais. Ça c'est très intéressant pour un médiéviste de faire la comparaison. Mais au Moyen-Âge, c'est systématique. On n'innove pas, et innover serait comment dire, néfaste. Quand on réforme au XIVe siècle, on revient au temps de Saint-Louis. Alors, on ne revient jamais au passé, on le sait bien. Mais c'est dans le langage, c'est dans la mentalité, dans la répétition de ces mots et de ce retour qu'on peut saisir effectivement la différence avec nous. Tout de même, on ne revient pas totalement au passé, nous.
Parce qu'il y a cette fameuse phrase de Yves de Chartres, hein, si mes Oui. souvenirs sont bons, nous Oui. sommes des nains juchés sur Oui. les épaules de géants. Oui. C'est-à-dire que Oui. même si on est des nains, on n'en reste pas moins juchés sur des épaules de géants, et donc on voit plus loin que ceux qui étaient Oui. dans le passé. Oui, mais en même temps, on a peur des géants. Hmm. Donc on revient quand même, ils ont laissé des traces. Alors, peut-être une parenthèse, parce que vous évoquiez Florian Mazel et Oui. l'idée de rupture et de réforme. Il y a cette réforme qui est la réforme grégorienne, mais est-ce qu'elle ne porte pas très mal son nom? Parce que quand on voit tous les travaux, on parle davantage aujourd'hui finalement de révolution grégorienne. C'est une rupture ou pas, la réforme grégorienne? Non, c'est une continuité là aussi. Voilà, c'est une continuité. Par exemple, si vous prenez le livre de Pierre Toubert sur le Lacium, il y a un chapitre sur la papauté, qui est remarquable. Et il vous montre très bien que dès le 8e siècle, 9e siècle, la papauté commence à sortir effectivement de sa gangue. On est quand même, 3 siècles avant la réforme grégorienne. Donc, attention, il y a une continuité avec des à-coups. Voilà, une continuité avec des à-coups. Et là, on ne peut pas les nier. Alors, est-ce que c'est Enfin, le Dictatus Papae, ce que dit très bien Florian Mazel, et ça, il le dit très bien, c'est assez juste. Tout ça, c'est quand même tout un ensemble. Vous insistez beaucoup dans votre livre sur cette idée que j'aime personnellement beaucoup aussi, c'est ces évolutions lentes. Voilà, il n'y a pas de croire que les choses se font par des ruptures est une erreur. Oui, je pense. Vous voyez, bon, on va prendre un exemple assez clair, me semble-t-il. On a décrit le règne de Charles VI comme un temps de crise. Effectivement, il y a des crises. Le roi est fou, 1392. Il y a une guerre civile. Le duc de Bourgogne tue le duc d'Orléans en 1407, c'est pas rien, son cousin germain. Donc on ne peut pas dire que c'est un règne très calme. Et puis ensuite, on arrive au traité de Troyes de 1420. Donc vraiment, il y a une crise. Alors on l'a dit, c'est le chaos. C'est le chaos. Donc tout est par terre. Et c'est là où la notion de longueur dans le temps vient s'imposer. Non, c'est pas. C'est le chaos apparemment, mais les institutions de l'État continuent à fonctionner. Autrement dit, il y a un substitut à cette carence qui est le corps des officiers royaux qui peuplent le Parlement, la Chambre des comptes, la chancellerie et localement les sénéchaussées et les bailliages et les sénéchaussées. Ce corps, qui est le corps du roi, fait en sorte que la partie, on va dire, fragile, le corps physique, devient secondaire. Et finalement, cette période est et c'est paradoxal, une période de croissance de l'État galopante. Parce que on a création d'officiers, on a, ou en tout cas maintien du nombre des officiers dans une France qui est dépeuplée à la suite des épidémies. Or, on a toujours le même nombre d'officiers royaux, vous voyez ? Donc, on a une surreprésentation de l'administration royale. Donc, voilà un exemple pour vous dire qu'il ne faut pas... Alors, autrement dit, 1392, bon, c'est la folie du roi, c'est le corps royal, on est d'accord. C'est pas une crise. Donc, attention à de fausses pistes. Alors justement, puisque vous parlez du progrès de l'État, des progrès de l'État, du développement de l'État, est-ce qu'on peut parler d'un progrès médiéval où le Moyen-Âge est une suite, au fond, comme l'est l'histoire, de renaissance, entre guillemets, de décadence? Oui, enfin alors, un progrès général, moi je ne crois pas à la téléologie. On ne débute pas le Moyen-Âge dans le marasme, mais on ne le termine pas dans l'apothéose. Non, ça c'est...
c'est une vision fausse qui est encore partagée comme par exemple avant la Révolution française et après la Révolution française. Tout ça, il faut revoir tout cela. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de téléologie. Non. Mais il y a des temps forts et des temps faibles. Oui, je dirais cela. Vous voyez ? Mais même les temps faibles, je viens d'écrire un, il faut s'en méfier. Moyennant quoi, vous avez quand même des temps forts avec des inventions. Le développement de la charrue, c'est pas rien. La vulgarisation du joug de bœuf, du collier d'épaule, ça change tout. Quand vous passez de 2 à 1 au grain et que vous arrivez à 4, 5 ou à 5, c'est quand même un certain progrès pour nourrir la population. Donc on a des inventions, on a aussi, alors même intellectuellement. Des intellectuels au Moyen-Âge, de Le bien Goff, sûr, mais bien sûr. Et puis, si vous commencez à regarder sur quoi vivons-nous ? Sur quoi vivons-nous ? Sur quoi nos jeunes font leur dissertation ? Sur un plan, en général en 3 parties, le pour, le contre et la synthèse. Qui est-ce qui a inventé ça ? C'est le XIIe siècle. Donc, si on n'avait pas eu Abélard... Oui, vous parlez d'Abélard. Ah ben oui, personnage Abélard, absolument essentiel du c'est essentiel. Oui. L'esprit critique. L'esprit critique. Ne croyons pas qu'ils ne sont pas rationnels. Exactement. Ils sont rationnels. Enfin, quand vous entrez dans une cathédrale, vous voyez bien que c'est rationnel. Tout, complètement. Alors, il y a une chose que j'ai trouvé très intéressante parce que vous évoquez la marche vers la liberté par les réflexions juridiques à l'époque médiévale, et vous évoquez, le terme m'a surpris, mais je l'ai compris, vous évoquez l'homme nouveau du début du XIIIe siècle, l'idée d'un homme perfectible. Oui. Et au début du XIIIe siècle, c'est la 34, c'est le concile donc, et qui donne toute son importance à la confession individuelle. Et Le Goff insistait sur cette idée qu'en instaurant la confession individuelle, l'individu était comme valorisé. Alors, on sort le mot de rupture, mais c'est un véritable changement. Oui. En quoi est-ce que cela signifie qu'avant, il n'y avait pas cette conscience individuelle, où on était plus dans une société communautaire qui voyait les choses de façon commune ? Je pense que vous avez raison. C'était quand même Là, on a effectivement, il faut bien dater quand même aussi quelques changements. On est d'accord. Et pour moi, 1215 est vraiment une date importante, avec la 34, avec aussi, si vous voulez, on va dire, pas l'effacement, mais la mise en second des croisades armées, même s'il y en a eu encore, bien sûr, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, mais autrement dit, on ne convainc pas l'autre par le faire seulement, mais aussi par la parole. Et par la parole. Alors, c'est l'avènement de la parole, et je crois que, effectivement, là-dessus, les ordres mendiants, qui sont aussi de cette date-là, correspondent alors à une décision de l'Église, mais aussi à un besoin de la société. Et on voit les foules qui vont écouter les ordres mendiants, qui veulent les plus riches se faire enterrer auprès des couvents. Donc on a un mouvement, si vous voulez, aussi, qui accompagne très vite la société. Moi, ce qui me frappe aussi dans cette période médiévale, c'est sa capacité d'acculturation. Acculturation au juridique. Je parlais tout à l'heure de la diffusion du droit romain et du droit canonique, mais très vite, les populations ont su ce que c'était qu'un tribunal. Ils s'en sont servis, et on voit même qu'ils ont pu s'en servir de façon, presque machiavélique, pour défendre leurs intérêts. À la fin surtout au partir on va dire, des 14e et 15e siècles. On va au tribunal quand on ne réussit pas à se venger, parce que la vengeance est interdite.
qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on dénonce perfidement son adversaire en espérant qu'il va être puni par le tribunal et que du coup, ses biens seront confisqués. Est-ce que, en conséquence, si la place de la raison grandit, la place du merveilleux, alors qu'on associe précisément le Moyen-Âge au merveilleux, est-ce que cette place décline, s'estompe avec les siècles ? Non, ça je ne crois pas. Le Moyen-Âge a besoin de merveilleux. Parce que c'est un Moyen-Âge de foi, hein, vous le savez, c'est un Moyen-Âge chrétien, c'est un Moyen-Âge où Dieu joue un rôle très important. Et le merveilleux est une façon de voir la manifestation de Dieu. Donc ça incite à croire. Et par ailleurs, quand il y a des événements météorologiques incompréhensibles, une comète, un tremblement de terre, eh bien, on l'explique par la colère de Dieu. Et quelqu'un de très rationnel, qui est par exemple le greffier du Parlement de Paris, Nicolas Debaille, quand on est au début du XVe siècle, quand il voit justement ce chaos dont je parlais tout à l'heure, sa réflexion, c'est quel péché avons-nous commis ? Qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? Voilà. Et du coup, il essaye de lire dans les astres ce qui peut expliquer. Jean de Venette, quand il commente la Grande Peste, en 1348, c'est fabuleux. Il lit ça à une éclipse, il lit ça à de mauvais comportements, mais il lit ça aussi à une éclipse, donc le merveilleux, quelque part. Vous voyez ? À des jumeaux, à des gens qui naissent, qui ont des naissances, qui à la naissance sont bizarres. Vous voyez ? C'est la même chose pour le bourgeois de Paris. Au moment où Jeanne d'Arc apparaît, c'est le moment où il décrit les Siamois qui sont nés à Paris, un veau à 2 têtes, etc., ou à 5 pattes, enfin voilà, des choses fabuleuses. Alors, justement, parce que je voudrais vraiment approfondir et terminer sur cette idée, c'est qu'à côté d'une responsabilité qui pourrait être une responsabilité collective d'un Dieu qui punit, eh bien, on commence à s'amender personnellement, c'est-à-dire chaque individu, ce qui, au fond, développe la conscience individuelle, ce qui est un véritable changement. Oui, je pense que c'est un véritable changement. Mais en même temps, là aussi, il faut rester très modéré dans cette transformation. La conscience individuelle, elle est régie aussi par des valeurs qui transcendent la conscience individuelle. L'homme du Moyen-Âge, jusqu'à la fin, ne peut pas vivre seul. Il vit en société. Il est très aristotélicien par certains côtés. Son horizon, c'est d'être un animal politique. Et il converse. Voilà. C'est ce mot sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans mon séminaire de recherche quand j'étais professeur à la Sorbonne. Converser. Voilà. C'est vraiment le mot qui caractérise. Ça ne veut pas dire seulement parler, ça veut dire échanger éventuellement des gestes ritualisés, échanger aussi du lien social, créer du lien social, et par conséquent aussi être soi-même. Être soi-même, qu'est-ce que ça veut dire ? Cet homme ou cette femme ne vivent que par le regard des autres. C'est terrible quand on réfléchit bien. Autrement dit, votre réputation, c'est pas vous qui la faites seule. C'est pour ça que la conscience individuelle, il faut vraiment bien nuancer. C'est pas vous qui la faites seule. Cette réputation, ce sont les autres qui, par leur regard, vous disent qui vous êtes. D'où l'importance de l'injure, d'où l'importance du geste injurieux, qui fait que si on vous injurie, vous devez riposter. Et là, conscience individuelle, vous voyez, compliqué. Autrement dit, la notion de pardon à l'autre
C'est une notion qu'on voit apparaître dans les lettres de rémission, justement. Mais, j'allais dire, elle est postérieure à l'acte. Si vous avez tué celui qui a traité votre femme de putain, vous avez fait un beau geste. Vous avez fait un beau fait. Et le roi le comprend. Il vous pardonne. Mais il est important aussi, pour qu'il vous pardonne, que vous disiez que vous regrettez, que vous avez pardonné, vous voyez, à l'insulte. Oui. L'insulte. Voilà. Donc c'est un travail sur soi quand même, dans une société où l'honneur est fondamental. Dernière question, Claude Govard, vous terminez votre ouvrage par une réflexion sur l'amour de la France, alors qu'au XIIIe siècle, le roi se dit roi de France et non plus roi des Francs. Et vous posez 2 questions. Comment définir la France et qu'est-ce que la France à cette époque? Ça, c'est très difficile. Pour moi, la France, alors je vais dire une hérésie. Pour moi, la France, dans la conscience qu'en ont les Français, y compris l'administration d'une certaine façon, c'est pas avant le début du XIVe siècle. Pas avant les premières ordonnances qui, justement, sous le règne de Philippe le Bel, interdisent de sortir les billons d'or et d'argent pour payer ce qu'on doit au pape, enfin ce que le pape veut prélever. C'est ça, la querelle avec Boniface VIII. Et du coup, on commence à définir les frontières. Est-ce qu'on a une France sans conscience des frontières? Pour moi, non. Autrement dit, la France, elle apparaît vraiment dans le paysage, à un moment où on n'a pas de carte. Elle apparaît à cette époque-là. Remplacée d'ailleurs, les cartes sont remplacées par des enquêtes qui permettent de mieux définir justement ce que sont les frontières. Et les frontaliers eux-mêmes prennent conscience qu'ils appartiennent justement au royaume. Donc on a un pays qui se prend conscience d'être une nation, je n'ai pas peur des mots, doucement, et dans des embryons de prise de conscience, à partir du début du XIVe siècle. Et du coup, la France peut prendre un visage. Le visage d'un jardin, le visage où coule le lait et le miel, idéalisé par les enluminures. Oui, bien sûr, la France, c'est cela. Est-ce qu'on est capable alors, déjà à cette époque, de mourir pour la France? La réponse est non. On meurt pour le roi, pour la patrie, pour pro patria mori, oui, ça existe. Mais pas avant au moins la deuxième moitié du XVe siècle. Et puis, on va dire même que les batailles, même les grandes batailles de Charles VII, la victoire de Formigny par exemple, c'est pas Valmy quand même. Vous voyez ? Autrement dit, le peuple est moins lié que la noblesse à cet effort de guerre. Et là, c'est là où on retrouve les catégories sociales, vous voyez, et où il faut que l'historien nuance. Un laboureur ne se sent pas concerné de la même façon qu'un noble qui fait de la guerre son métier. Eh bien, merci beaucoup, Claude Govard, d'être venu à notre micro, et merci pour votre passion, passionnément Moyen-Âge, plaidoyer pour le petit peuple, un livre paru chez Talendier. Il me reste à vous dire, n'hésitez pas à vous procurer le dernier magazine d'histoire et civilisation qui est consacré aux Français en Amérique. Il y a également des articles sur les légions romaines, sur Sumer, le berceau de la civilisation en Mésopotamie, mais aussi les automates de Léonard de Vinci. C'est chez votre marchand de journaux, ou mieux, encore une fois, rendez-vous sur notre site internet et cliquez afin de faire un don et de vous abonner donc au journal Histoire et Civilisation. Merci beaucoup, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.